Pierre Billard vous présente l'anthologie du mystère. Jean Châtenay est aujourd'hui un des plus brillants auteurs de la télévision française. Mais c'est à la radio qu'il a fait ses débuts dans l'écriture dramatique il y a plus de 20 ans. Et justement, j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui un film radiophonique de Jean Châtenay qui a été diffusé pour la première fois en 1970. Le titre « La mort du pêcheur » peut prêter à équivoque. Le pécheur, ici, ça n'est pas celui qui a commis le péché, comme dans la parabole de l'Évangile, mais tout simplement le pêcheur à la ligne, un pêcheur qui porte un accent circonflexe. C'est une très solide histoire criminelle, admirablement interprétée par Madame Berthe Bovy, Arlette Thomas, Christian Ariel et Annick Corrigan. Madame. Allons, réveillez-vous, Madame de Villette. Oh, je crois que j'ai dormi, ma petite Solange. Et vous ne dormirez pas la nuit prochaine. Le docteur vous a pourtant défendu de faire la sieste. Si je ne faisais rien de ce que le docteur m'a défendu, le cimetière me serait plus agréable que cette maison. Je n'ai que 65 ans, sapristi, et je me sens capable d'aller jusqu'à 95, avec ou sans la permission du docteur. Avec sa permission, voici votre décaféiné. Merci. Décaféiné. Comment voulez-vous que je ne dorme pas? Quelle heure est-il? 3h30. Dans 1 heure, Yvan sera là. C'est à cause de lui que vous avez mis cette jolie robe? Bien sûr. Mon neveu vous plaît, n'est-ce pas? N'ayez pas peur de l'avouer. Elles sont toutes folles de lui, comme elles étaient folles de son oncle autrefois. Mon Dieu, 18 mois déjà que mon pauvre Alphonse est mort. 18 mois, Solange. Vous vous souvenez? Parfaitement, madame. Comme si c'était hier. Ah, ma vie n'a pas toujours été rose avec Alphonse. Mais enfin, c'était une vie. Tandis qu'à présent, un cœur qui tape au plafond dès que je remue un doigt, une mémoire qui répond quand ça lui chante, des gens qui se mettent en grève dès que je parle de faire une petite promenade, et ce médecin qui s'ingénie à m'ôter tous les derniers plaisirs qui me restent, jusqu'à mon petit verre de chéri après le déjeuner. Allons, vous vous plaignez tout le temps. Et vous êtes bien décidé à atteindre les 95 ans. Oh, c'est ce que je dis. Comme une petite fille chante Cadet Roussel pour ne pas avoir peur quand on a refermé la porte de la chambre. Il me semble que la porte est fermée à double tour, Solange, et qu'on ne la rouvrira plus. Je n'aurai pas la force de chanter indéfiniment. Quand je me tairai, le croque-mitaine m'emportera. Écoutez. Quoi? Le croque-mitaine? Sotte.
Vous n'entendez pas une voiture? C'est Yvan? Non, je n'entends rien. Puisqu'il vous a dit qu'il ne serait pas là avant 4h30. Il a dû partir vers 2h. Il lui faudrait 2h30 pour faire les 130 malheureux kilomètres qui séparent Briquetot de Paris. Ce n'est pas une voiture qu'il a achetée, c'est un char-à-banc. Il y a du verglas sur nos routes. Votre neveu préfère sans doute faire le détour par Rouen. Du verglas. Quel pays! Quand j'habitais Paris, Yvan n'avait jamais été retardé par le verglas pour venir me voir. C'est vous qui avez voulu quitter Paris après la mort de Monsieur de Villette. Oui. Au fond, je n'ai jamais aimé Paris. J'ai accepté d'y passer 35 ans de ma vie pour ne pas contrarier Alphonse. Mais je ne me plais qu'ici, dans ma vieille maison de famille, au fond de ma vallée normande, malgré le docteur et le verglas. Vous croyez qu'Yvan s'y plaira aussi? Et sa future femme? Je n'ai pas l'honneur de connaître cette personne. Quant à votre neveu, il vous aime trop pour ne pas se plaire sous le même toit que sa chère tante Maggie. Pourquoi dites-vous ça de cette façon? Moi? Mais je ne le dis pas d'une façon particulière. Si, très particulière. Votre façon de dire cette personne, pour parler de la petite fiancée d'Yvan déjà, je suis sûre que vous êtes jalouse. Oh oui. Pour vous faire une raison, mon petit. Yvan vous connaît bien, vous avez passé un mois ensemble à Calagour. Il a eu le temps de vous apprécier. Et si c'était vous qui l'avez demandé en mariage, croyez bien que je ne m'y serais pas opposée. Vous savez tenir une maison, vous avez de la tête. Ça peut faire oublier que vous n'êtes pas jolie. Mais que voulez-vous? Yvan a choisi quelqu'un d'autre. Prenez-en votre parti. Vous trouverez bien un brave garçon qui se mettra en 4 pour vous plaire, vous aussi, un jour ou l'autre. Patientez. Oui, madame. Encore cette façon bizarre de parler. Et je devine dans votre œil une petite lumière de méchanceté, Solange. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je m'en vais, madame. Hein? Mais où allez-vous? Je vous quitte. Définitivement. Quoi? Enfin, Solange. C'est bien pour votre neveu que j'ai choisi cette robe, vous aviez raison. C'est la robe que je mets pour voyager. Je prends le quart de 4h30. Vos visiteurs et moi, nous allons nous croiser. Enfin, quelle mouche vous pique. Vous deviez rester avec moi jusqu'à l'installation d'Yvan et de Laurence à Briquetot. Ils se marient qu'en juin et nous sommes en janvier. Eh bien, ils n'attendront pas le mariage pour s'installer chez vous définitivement, sinon il faudra que vous trouviez une autre demoiselle de compagnie. Solange, tout ça n'est pas sérieux, j'espère. Au contraire, madame. Ma valise est prête et ma sœur m'attend ce soir à Paris. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je vous ai fait? Vous, rien. Si, c'est parce que je vous ai dit que vous n'étiez pas jolie. Oui, sûrement, c'est ça. Mais non, madame, vous n'y êtes pas du tout. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Vous éprouvez du plaisir à me dire des choses vexantes. Et je suis là pour vous faire plaisir. C'est beaucoup moins désagréable que de vous poser des ventouses ou de vous faire la lecture à 2h du matin. Alors quoi, ma petite Solange? Pourquoi partez-vous? Parce que je me suis juré de ne jamais revoir votre neveu. Yvan? Mais qu'est-ce que vous avez contre lui? Dites. Vous l'avez deviné, je suis jalouse. Oh, si vous saviez la vérité. Quoi? Quelle vérité? Non. Non, à vous, ça ne ferait que du mal, et à moi, ça ne me fera aucun bien, au contraire. Puisqu'il arrivera tout à l'heure, avec celle qu'il va épouser. Mais il vaut mieux que je m'en aille. Non, Solange, je veux savoir la vérité. Je vous ordonne de parler. Je ne suis plus à votre service. Eh bien, comment faut-il que je vous le demande? Dites-moi la vérité, ma petite Solange. Je vous en supplie. Voulez-vous donc me rendre malade? D'inquiétude ou de curiosité? Oh, ne soyez pas méchante. Ne voyez-vous pas que vous me torturez? Je n'ai jamais été si mauvaise avec vous, moi, que vous ayez envie de vous venger tout de même. Dites, Solange. Ça sera très dur à entendre, je vous préviens. Ça m'est égal. Je peux tout entendre à mon âge. Plus grand-chose ne risque de me choquer. Je crois que ça sera pire qu'un choc. Vraiment? Il s'agit de votre neveu, oui. Vous avez parlé tout à l'heure de nos vacances dans votre maison de Calagour, l'autre année.
Yvan venait juste d'obtenir son diplôme d'ingénieur chimiste. Il était très fatigué et il vous a demandé asile à Calagour pour tout le mois de juillet. Vous avez eu bien tort d'accepter. Êtes-vous folle? Ma sœur Isabelle est morte en mettant Yvan au monde. Et son père s'est envolé avec une Américaine quand il avait 12 ans. C'est moi qui me suis occupée de son éducation, de ses études, de son logement, quand il a attrapé l'âge où un garçon aime être dans ses meubles. Beaucoup de mères font moins pour leur fils que je n'ai fait pour lui. Et que je ne ferai encore, car il héritera de tous mes biens. Vous auriez voulu que je lui refuse un mois de vacances à Calagour, l'année même où il a décroché son diplôme? S'il n'était pas venu à Calagour ce mois de juillet-là, un grand malheur vous aurait été épargné. Un grand malheur? Vous voulez parler de la mort de mon mari? Oui, madame. Mais quel rapport avec Yvan? Je connaissais déjà votre neveu, vous savez. Et même très bien. Tout a commencé le jour où vous m'avez envoyé porter votre montre à réparer place de l'Opéra, il y a 2 ans. Je sortais du magasin, il faisait très froid, je m'en souviens. Le ciel était gris sombre, comme s'il allait tomber de la neige. J'allais traverser la chaussée, une voiture s'est arrêtée auprès de moi, et le chauffeur m'a fait signe de monter. Je me suis aperçue que c'était Yvan. Il était à peine 5 heures de l'après-midi. Je ne suis rentrée qu'à 8 heures, vous étiez furieuse. Je m'en souviens parfaitement. Vous m'avez parlé d'une panne de métro, de je ne sais quoi. Et en fait, pendant ces 3 heures... Quand votre neveu est venu à Calagour, c'était surtout pour m'y retrouver. Oh, c'est invraisemblable. Vous et Yvan. Inouï. Et vous prétendez que c'est lui qui a commencé. Bien que je ne sois pas jolie. Oui, madame. J'ai reçu une éducation très provinciale. Ma mère m'a tenue à l'écart des garçons, même des cousins. Yvan a été mon premier amoureux, comme on dit encore chez moi. Et pendant 6 mois, j'ai pu croire qu'il l'était vraiment. C'est à Calagour qu'il m'a demandé si je voulais bien l'épouser. Ce n'est pas possible. Aussi. Et pour une raison très simple. Jusque-là, je m'étais défendue. Mais si je devenais la femme d'Yvan, à quoi bon me défendre? Et puis, il faisait si beau. Le pays était si joli. Et vous-même et votre mari paraissiez si détendus. C'était un de ces instants bénis du ciel où le mal et le malheur semblent disparus pour toujours. Yvan a eu ce qu'il voulait. Vous avez eu honte aussitôt, j'espère. La honte devait venir plus tard, quand j'ai compris que votre neveu s'était fichu de moi. Alors j'ai eu honte de m'être conduite comme une pauvre gourde que j'étais, d'avoir donné tout ce que j'avais sans demander la moindre garantie, sans imaginer une seconde que je pouvais avoir affaire à un escroc. Yvan? Un escroc? Comment osez-vous dire une chose pareille? Mais s'il n'était qu'un escroc, ça ne serait pas grave. On voit au cinéma des tas d'escrocs qui sont des types très drôles et sympathiques. Mais Yvan est bien pire qu'un escroc. Solange. Écoutez-moi. Le dimanche 23 juillet, vous avez décidé de vous rendre en pèlerinage à Saint-Martial, à 30 km de Calagour. Vous vous en souvenez? Si je m'en souviens. Depuis 25 ans que nous avions acheté Calagour pour les vacances. Pas une seule année je n'avais manqué le pèlerinage de Saint-Martial. Et cette année-là, mon mari s'est noyé dans la Nivette, alors même où je sortais de la collégiale. C'est ce qui m'a fait le plus de mal, que le jour où j'usais mes vieux genoux sur les dalles de son église, le bon Dieu me reprenne mon pauvre Alphonse. Ce n'est pas Dieu qui vous l'a repris. Solange. Ce jour-là, après déjeuner, M. de Villette est allé pêcher la truite dans la rivière, comme il faisait chaque jour depuis notre arrivée à Calagour. Le cher homme, c'était le pêcheur le plus acharné qu'on ait jamais vu. Même le fameux Léon Joffre de Saint-Gaudens disait qu'il n'était qu'un dilettante à côté de lui. Il n'y avait que la nuit qu'il arrêtait, et encore. Pendant qu'il était à la pêche, Yvan et moi étions censés repeindre la petite maison où vous logiez votre gardien autrefois. Nous avons fait une longue sieste dans la chambre du premier étage.
Quand je me suis éveillée, Yvan n'était plus auprès de moi. Je suis redescendue, il s'était déjà remis au travail. Il ne m'a pas demandé si j'avais bien dormi, il ne m'a même pas regardé pour me sourire. Il m'a dit seulement d'une voix sourde et qui tremblait « Il faut en mettre un coup. Je veux finir cette pièce avant ce soir. » J'étais surprise, jamais ne s'était conduit aussi bizarrement avec moi. Puis tout à coup, j'ai vu que quelque chose n'allait pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y avait? Yvan était nu-pied, les jambes de son blue jean mouillées jusqu'aux genoux, et ses espadrilles trempées séchaient sur le rebord de la fenêtre, comme s'il venait de marcher dans l'eau. Et alors? Alors, il n'y a pas l'eau courante dans la maison du gardien, Madame de Villette. Il n'y a même plus d'eau dans la cour, puisque la pompe a gelé l'année même où le gardien est parti. Pour préparer la peinture et rincer les pinceaux, nous avions dû apporter 4 seaux d'eau de la grande maison. Comme aucun de ces seaux n'était renversé, je me demandais bien comment votre neveu avait fait pour se mouiller jusqu'aux genoux. Puis ensuite, j'ai pensé à la Nivette, qui coule à 150 mètres de la maison des gardiens, et où votre mari était en train de pêcher la truite. À ce moment d'ailleurs, la pêche était terminée pour lui, et pour toujours. Son corps flottait dans un coin d'eau calme de la Nivette, un demi-kilomètre au-dessous de l'endroit où l'on a retrouvé sa ligne et son épuisette accrochée aux racines d'un saule. Noyé, mais portant aussi une grosse plaie au front et des contusions sur tout le corps. À quoi m'ont rappelé cet horrible accident? Alphonse savait que ce torrent avait déjà emporté plusieurs personnes. Et pourtant, il y était descendu ce jour-là malgré le danger, comme il le faisait chaque jour. Ses bottes ont glissé sur les galets. Il s'était fait porter sur un rocher. Il a perdu connaissance. Si son corps a roulé jusqu'à l'endroit où on l'a retrouvé. Si c'était un accident sans doute possible, pourquoi est-ce que les gendarmes ont interrogé votre voisin? Parce que, depuis que nous n'avions plus de gardien, le voisin laissait ses chèvres envahir la propriété en notre absence. Et elles saccageaient tout. Alphonse avait eu des mots avec lui. Il avait menacé de l'attaquer en justice. Alors les gendarmes sont allés chez lui. Ils faisaient leur travail. Ils devaient vérifier si, malgré tout, on ne pouvait pas soupçonner que quelqu'un avait eu l'idée de pousser votre mari dans la Nivette après l'avoir assommé. Solange, je vous en prie. Quelle affreuse image. Réaliste, simplement. Est-ce que les gendarmes ne nous ont pas demandé à Yvan et à moi où nous étions à l'heure où le médecin pensait que votre mari avait perdu la vie? Bien sûr, ils font toujours ça. Ils sont obligés. Vous avez répondu qu'Yvan et vous étiez en train de repeindre la petite maison. De même que le voisin était en train de fêter l'anniversaire de sa fille aînée en famille. Heureusement, car s'il m'avait interrogé une autre fois, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de continuer à mentir. Comment donc? Vous leur avez menti? Oui, madame. Je leur ai dit qu'à l'heure où M. de Villette était mort, je travaillais avec Yvan dans la pièce du bas. Je mentais. À cette heure-là, je dormais dans la chambre du premier étage. Je me suis éveillée 1 bonne heure et demie plus tard. Depuis l'arrivée de votre neveu, mes nuits étaient courtes. Je me rattrapais sur la sieste. Enfin, je n'ai pas parlé aux gendarmes du blue jean mouillé d'Yvan, ni des espadrilles en train de sécher sur le rebord de la fenêtre. Vous n'avez tout de même pas insinué qu'Yvan... Je vous raconte seulement ce qui est arrivé. C'est Yvan qui m'a demandé de mentir. De dire que j'étais avec lui dans la pièce du bas à l'heure où son oncle est mort, et de ne pas parler du blue jean ni des espadrilles. En somme, de ne pas mettre dans la grosse tête des gendarmes l'affreuse image d'Yvan, entrant dans la Nivette, assommant son oncle et le poussant au plus fort du courant. Non, je ne vous crois pas. Vous êtes une menteuse, une jalouse et une dévergondée. Croyez ce que vous voudrez, je vous ai dit ce que je savais, maintenant je m'en vais. Et pourquoi? Pourquoi Yvan a-t-il fait un crime aussi monstrueux, s'il vous plaît? Et parce que M. de Villette était très riche, qu'il avait 7 ans de moins que vous, une santé de fer, et qu'Yvan était son seul héritier. Après moi, stupide, vous n'y avez pas pensé. Mais au contraire. Et j'ai deviné la suite dès que vous m'avez appris qu'Yvan avait trouvé une place dans une raffinerie à 10 kilomètres de Briquetot et qu'il vous demandait la permission de venir ici,
à partir du mois de juin. Oh, allez-vous-en. Disparaissez, je veux plus vous voir, jamais. Ne craignez rien, j'ai juste le temps d'attraper le quart de 4h30. Allez-vous-en. Je suis désolée, madame. Vous n'allez pas le croire non plus, mais j'ai beaucoup d'affection pour vous. Dans cette usine d'Anières, je n'ai aucun avenir, tu comprends? Je plafonne. En entrant dans une raffinerie de la taille de celle de Surtourville, c'est un monde nouveau qui s'offre à moi. Ah, j'ai hâte d'être au mois de juin. Pour m'épouser? Ou pour prendre tes fonctions à Surtourville, Yvan? Pour tout, Monique. Et aussi pour venir m'installer auprès de tante Maggie. Tante Maggie, quelque chose qui ne va pas? Rien, mon garçon. Je me sens parfaitement bien. Ce n'est que le départ de Solange qui me contrarie un peu. Pourquoi fais-tu cette tête, Yvan? À cause du départ de Solange, toi aussi? Tu es folle. Solange est une excellente fille, mais si tu la voyais, tu saurais que tu n'as aucun souci à te faire. Je trouve bien sévère pour Solange, Yvan. Elle n'est peut-être pas jolie, mais elle a tout de même un certain charme. En tout cas, je me suis laissé dire qu'elle pouvait toucher le cœur de certaines personnes. Vraiment? J'ai de la peine à imaginer ça. On me l'a garanti, je t'assure. Mais pour Solange? Et quoi, pour Solange? On t'a raconté quelque chose? Oh, des ragots, comme il en court dans tous les villages. Même chez les Esquimaux, j'en suis sûre. Mais raconte. J'adore les ragots de village, moi. Yvan, allons. Mais c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi les gens de province s'acharnent encore à lire Balzac. La vie leur en donne à jet continu. Mais on ne voit plus ça à Paris. Les gens ne se connaissent pas assez. Alors, pour Solange? Eh bien, pour Solange, c'est une histoire tout à fait invraisemblable. Je te préviens tout de suite. Tu te souviens de ce jeune professeur de collège de Saint-Gaudens qui venait nous voir à Calagour de temps en temps, l'année où ton pauvre oncle est mort? Monsieur Delaval, un grand garçon, un peu maigre, pas vilain à part ça. Non, je ne me souviens pas. Il est peut-être venu chez nous avant ton arrivée. Toujours est-il qu'il a été nommé à Rouen cette année. Et Solange allait passer son congé hebdomadaire à Rouen, quand elle n'allait pas chez sa sœur à Paris. Eh bien, la femme du garagiste de Bricteau a surpris Solange avec Monsieur de Laval dans un cinéma de Rouen un lundi après-midi. Voilà. Et c'est tout? C'est tout pour ce que m'a raconté la femme du garagiste. Mais ça m'a donné à réfléchir sur l'attitude de Solange. Quand M. de Laval venait nous rendre visite à Calagour, quand j'y repense, je ne serais pas étonnée qu'il y ait eu quelque chose entre eux, à ce moment-là, déjà. Eh bien, j'en apprends de belles sur cette petite Sainte-Nitouche. L'histoire est pleine de Sainte-Nitouche qui se métamorphose brusquement en femme fatale. Ah oui, mais pas Solange. Ça, ce n'est pas permis. Et ce de Laval, comment est-il? Un curieux garçon, professeur de mathématiques, très porté sur les échecs et les romans policiers. Tu sais que c'était l'autre passion de ton pauvre oncle Alphonse. Après la truite, ils échangeaient des livres. Mais là où de Laval s'est montré franchement stupide et même déplaisant, c'est après la mort du pauvre Alphonse. Il m'a écrit une lettre insensée dans laquelle il prétendait que les gendarmes n'avaient pas fait leur travail sérieusement. Comment ça? Eh bien, il paraît qu'il a étudié le terrain centimètre par centimètre entre l'endroit où on a retrouvé la ligne et l'épuisette d'Alphonse et celui où on a retrouvé son corps. Et de Laval assure qu'il n'a pas pu basculer accidentellement au milieu du courant. Il faut obligatoirement que quelqu'un l'y ait poussé. Tu te rends compte? Il prétend que c'est un crime, en somme. Mais c'est grotesque. Les gendarmes ont fait une enquête très sérieuse, contrairement à ce que prétend cet imbécile. Ils ont interrogé le seul suspect possible, le voisin avec qui l'oncle avait eu des mots au sujet de ses chèvres. Et le voisin n'a eu aucune peine à se justifier, puisqu'il y avait 20 personnes chez lui à l'heure où le médecin a situé la mort.
De Laval ne parle pas du voisin et dit qu'il a trouvé sur place un indice qui désigne le coupable et qu'il le tient à ma disposition si je souhaite donner des suites à l'affaire. Enfin, pourquoi ne l'a-t-il pas révélé directement à la gendarmerie? Mais je n'en sais fiche rien. Il a l'air de dire que c'est très délicat. Et qu'est-ce que vous avez fait? Cette lettre m'a paru tellement puérile, tellement déplacée dans les circonstances aussi pénibles pour moi, que je ne lui ai jamais donné de réponse. Et si jamais ce butor a l'audace de se présenter ici, je le chasse à coups de pincette. Et tu auras 1000 fois raison. Ce type est un maniaque. Je ne te fais qu'un reproche. C'est de ne m'avoir jamais parlé de cette lettre. Mon pauvre garçon. J'avais bien autre chose en tête. Il m'a fallu batailler pendant des mois pour démêler la succession de ton nom. Tu t'en souviens sans doute. Sans parler du chagrin. Bien sûr. Mais j'aurais tout de même été heureux de dire 2 mots à cet énergumène. Je vais peut-être vous paraître un peu brusque, tante Maggie. Oh, vous m'appelez déjà tante Maggie. Je suis très touchée. Je voulais vous demander, tante Maggie, il y a maintenant 1 an et demi que l'oncle Alphonse est mort et ce monsieur de Laval est aujourd'hui à Rouen. Vous n'êtes pas curieuse de connaître l'indice qu'il prétendait avoir trouvé? Quelle idée! Mais même s'il n'y a qu'une chance sur 1000 pour qu'il vous apprenne quelque chose de vraiment intéressant, je trouve que ce serait dommage de la laisser passer. Je n'éprouve aucun intérêt pour de telles révélations, ma fille. Mon pauvre Alphonse est mort, Dieu ait son âme, et lui pardonne les misères qu'il m'a faites. Un point, c'est tout. Oh, je vous ai blessé, je vous demande pardon. Tu peux. Mais non. Vous autres jeunes avez une manière de voir la vie qui n'est pas la nôtre. Plus franche peut-être, en tout cas plus brutale. Ce qui ne veut pas dire que la vie est moins méchante avec vous. Ne vous y fiez pas. Dis-moi, ma tante. Oui, mon garçon. La lettre de Laval, tu l'as brûlée, naturellement. Oh, jamais de la vie. Une vieille femme comme moi, qui avait affaire aux hommes de loi plus souvent qu'elle ne l'aurait souhaité, sait qu'il ne faut jamais brûler une lettre. C'est toujours une arme contre celui qui l'a écrite, qui peut savoir. Et une vieille femme seule a besoin d'être bien armée. J'ai sûrement gardé cette lettre. Elle doit être dans la cantine militaire de mon pauvre Alphonse, où je conserve toutes mes paperasses, au grenier. Pourquoi? Elle t'intéresse? Ah non, pas du tout. Je demandais ça. Excuse-moi, Yvan, mais il est près de 10 heures et nous sommes bien loin de Paris. Ah oui, c'est vrai, avec ce sacré verglas. Est-ce que le temps sera adouci, au moins? Écoute, je vais jeter un coup d'œil dehors, avec votre permission. Mais ton manteau ne va pas prendre froid. Vous trouvez que je me conduis avec lui comme si c'était un gamin de 10 ans, n'est-ce pas? Ah, c'est vrai, tante Maggie. Mais si vous vous en rendez compte, c'est plutôt amusant. Même pour lui, vous croyez? J'en suis sûre. Il me l'a dit. Il m'a dit, tu verras, tante Maggie est une femme à poigne, très obstinée et très drôle. Ah, il vous a dit que j'étais très drôle. Oui, je vous assure. Eh bien, vous savez, ma fille, j'ai beaucoup réfléchi. Je me demande si ce serait très drôle pour vous, justement, d'habiter avec moi dans cette grande maison. Je ne suis pas facile. Je suis trop vieille pour changer mes habitudes. Même le médecin n'obtient rien de moi là-dessus, malgré Zemnas. Oh, vous savez, la maison est si grande que nous ne serons pas les uns sur les autres. Et puis, je ne fais pas beaucoup de bruit. Moi, si. Je mets la télévision très fort, je suis un peu dure d'oreille. Yvan m'a dit que vous adoriez les enfants. J'espère que nous en aurons un très vite. Je les aimais autrefois. Je ne sais pas si je les supporterai encore aujourd'hui. J'ai des idées très traditionnelles en matière d'éducation, tante Maggie. Je vous garantis que mes enfants ne passeront pas leur temps à brailler et à sauter sur les fauteuils. Franchement, j'ai peur que vous ne vous ennuyiez très vite à Bricto. Vous avez toujours vécu à Paris. C'est mon plus grand regret. À Paris, j'étouffe. Je ne me sens à l'aise qu'à la campagne. Mon grand-père venait d'Agen. Il était horticulteur. Vous verrez comme je sais tailler les rosiers et choisir les teintes des dahlias. Vous tenez donc temps à vous installer dans cette vieille baraque. Yvan a une telle affection pour vous, tante Maggie. Oh, ma pauvre Monique, c'est une catastrophe. Il y a 1 centimètre de glace sur la route. C'est vrai? Ah, c'était pas fameux quand nous sommes arrivés tantôt, mais maintenant, on dirait un miroir. Oh, rentrer à Paris là-dessus, je ne m'en ressens guère. Oh, mais qu'est-ce que nous allons devenir? Tu m'avais bien dit que vous dormiriez pas ici quand tu m'as téléphoné. Tu devais être à ton usine demain matin à 9h. Oui, je peux téléphoner. C'est un cas de force majeure. Je préfère perdre une demi-journée et me faire passer un savon par mon patron plutôt que de me lancer avec Monique sur cette patinoire. En plein jour, à la rigueur, mais de nuit... Vous voulez coucher ici? Ça ne te dérange pas? Pas du tout.
Tu prendras la petite chambre du premier et Monique occupera la chambre de Solange. Venez, ma fille, je vais vous donner des draps. Allô, Solange. Ne vous ayez pas de vous réveiller à 2 heures du matin. Et demandez aussi à votre sœur de m'excuser. Elle doit me prendre pour une folle. Vous aviez entièrement raison. Ils sont ici tous les deux. Oui, ils sont restés. Ils vont retrouver un prétexte pour ne pas partir. Il paraît qu'il y a du verglas. Mais je suis sûre qu'il ment. Je lui ai tendu un piège. Je lui ai parlé d'une lettre qui me promettait des révélations. Je lui ai dit que je gardais cette lettre au grenier avec mes autres papiers. Et quand nous sommes montés nous coucher, je l'ai guetté. Il n'a pas attendu longtemps, le misérable. Il est venu écouter à ma porte si je dormais. J'ai poussé la targette. Mais tout de même, j'avais une peur. Dès qu'il s'est éloigné, j'ai pris mon courage à 2 mains. Et j'ai ouvert la porte. Et j'ai vu qu'il montait l'escalier du grenier sur la pointe des pieds, avec une lampe électrique. Oui, oui. Il faut absolument que vous reveniez, ma petite Solange. Je vous en supplie. Cette fille est de mèche avec lui, j'en suis certaine. Si vous aviez vu sa façon de me forcer la main pour que je l'invite à s'installer chez moi quand ils seront mariés. Non, ils partiront demain matin. Je n'ai rien à craindre d'ici là. Du moins, je l'espère. Mais ils reviendront, Solange. Ils reviendront pour rester cette fois. Vous voulez bien, Solange, pour l'amour de Dieu. Je serai, vous verrez, vous ne me reconnaîtrez pas. Oh, merci, merci, ma petite fille. Par le quart de midi. Oui, je vous attendrai. Merci, mon Dieu, de me sortir de ce cauchemar. Ah! Ah! Elle ouvre les yeux. Eh bien, tante Maggie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Yvan. Oh, ne craignez rien, tante Maggie, nous sommes là. Ah, et je resterai aussi longtemps qu'il le faudra, même si Yvan doit rentrer à Paris sans moi demain matin. Non, je veux... Ne parle pas. Monique t'a préparé de la tisane. Bois un peu. Buvez, tante Maggie. Non, je n'ai pas soif. Allons, soyez raisonnable. Ça va vous aider à dormir. Allons. Là, vous voyez bien. Ah, tu m'as fait une de ces fausses, dis donc. Je descendais à la cuisine pour boire un verre d'eau et au moment où j'allais tourner sur le palier, je t'aperçois avec ta robe de chambre et ton bonnet blanc. Tu m'as vu au même instant et tu as poussé un cri, mais alors un cri... Effrayant. Vous m'avez littéralement jeté à bas de mon lit. Mais qu'est-ce que tu faisais debout à 2 heures du matin? Je n'arrivais pas à dormir. J'étais descendue pour me calmer. Maintenant, laissez-moi. Oh, mon cœur. Les comprimés. Ceci? Oui, 2. Vite. Voilà. Tenez, avalez-les avec un peu de tisane. Là, tu te sens mieux? Oui, ça ira. Merci. Laissez-moi dormir. Je vais m'installer dans ce fauteuil à côté de vous. Non, laissez-moi seule. Je peux rester seule. Je me sens très bien maintenant. Allez-vous-en. Très bien. On te laisse. Vous avez encore de la tisane au chaud sur la veilleuse. Merci. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Je laisse votre porte ouverte et la mienne aussi. J'ai le sommeil très léger. Bonne nuit, tante Maggie. Bonne nuit.
À quelle heure sont-ils repartis? À 10 heures ce matin. Je m'étais enfermée dans ma chambre. Je n'en suis pas sortie avant d'avoir entendu la voiture d'Yvan s'éloigner. Oh, ils ont bien essayé de m'attirer au dehors, les monstres. Lui, bien sûr, mais elle aussi, avec sa voix mielleuse et ses mines sucrées. Mais je ne me suis pas laissé faire. Je crois qu'elle est pire que lui. Vraiment? Oui, oui. Je ne serais pas étonnée qu'elle ait fait sa connaissance avant ses vacances à Calabourg, il y a 1 an et demi. Et s'il est vrai que c'est Yvan qui a poussé mon pauvre Alphonse dans la nivette, c'est elle qui lui a donné l'idée, sûrement. Comme lui a donné l'idée de vous séduire, de façon à avoir une alliée dans la place, quand les gendarmes sont venus. Et il est arrivé à ses fins. Ça avait été le jouet de 2 assassins, ma pauvre petite. Mais non pas 2, un seul, cette fille, pas lui. Lui, je le connais trop pour penser qu'il ait pu devenir un assassin s'il n'avait pas subi une influence diabolique. Ah, Solange, je suis contente de vous revoir auprès de moi. Je me sens comme ressuscitée. Calmez-vous, madame, je ne vous quitterai plus, vous n'avez rien à craindre. Quelle peur j'ai eue, vous savez. Je venais à peine de raccrocher le téléphone. Je m'avance vers l'escalier et d'un seul coup, je vois Yvan debout dans la pénombre du palier et qui me regardait avec des yeux. Oh, allons, n'y pensez plus. Il n'a pas entendu ce que vous me disiez au téléphone. Non, je parlais tout bas et l'appareil est à l'autre bout de la pièce. Il a dû redescendre du grenier sans avoir trouvé la lettre dont je lui avais parlé. Mais je ne vous ai pas dit le plus grave, Solange, quand je me suis évanouie. Ils m'ont monté dans ma chambre, et là, ils ont essayé de m'empoisonner. Mais allons donc, mais c'est la peur qui vous aura donné des idées. Pas du tout, je sais ce que je dis. Ils ont essayé de m'empoisonner. Mais je vous trouve bien vivante. Par miracle, mon petit, par un pur miracle. Écoutez, madame de Villette, je vous en prie. Mais faites-moi l'honneur de me croire quand je vous dis quelque chose, s'il vous plaît. Vous êtes têtue comme... Excusez-moi, ma chérie. Je suis toute bouleversée. Je vous en prie. Savez-vous comment ils ont essayé de m'empoisonner? Avec la tisane, tout simplement. Vous pensez bien qu'Yvan n'est pas en peine de trouver du poison, avec son diplôme d'ingénieur chimiste. Dès la première gorgée qu'elle m'a forcé à boire, j'ai compris qu'elle m'empoisonnait. Aussitôt, mon cœur s'est mis à battre comme une locomotive. Je l'ai obligé à me donner 2 comprimés, mais ils ne m'ont pas calmé avant le petit jour. Je vous le dis, c'est cette fille qui mène la danse. Yvan n'est que sa victime, comme mon pauvre Alphonse, et comme moi. Enfin, c'est tout de même très étonnant. Elle n'a que 22 ans, n'est-ce pas? Et alors? Avec l'éducation qu'elles reçoivent à présent, ces gamines sont capables du pire. Lisez les journaux. Qu'est-ce que vous comptez faire? Prévenir la police? La police? Vous n'y pensez pas. Je vous dis qu'à mes yeux, Yvan est moins coupable qu'une victime. Il est comme mon fils, vous le savez bien. Est-ce qu'une mère envoie son fils aux assises, même si c'est un parricide? Pas moi, jamais. Ils vont se marier et habiter ici, comme prévu? Oh non! Alors? Je le tiendrai éloigné de moi. Je vais lui écrire que je ne le reçois plus à Brecto. Mais il viendra vous demander des explications. Pas si fou. Il sait maintenant que je me doute de quelque chose. Il n'a pas trouvé la lettre de Laval, pour la bonne raison qu'elle n'a jamais existé. Mais il croit sûrement qu'elle existe, comme il croit que de Laval a été nommé à Rouen et qu'on vous y a vu avec lui. Mais il peut se renseigner, il lui suffit de téléphoner au collège. Je vous dis qu'il ne le fera pas. Il ne m'accorde pas assez d'imagination pour penser 1 seconde que j'ai inventé toute cette histoire. Et puis c'est un enfant, un véritable gosse. Vous auriez vu la panique dans ses yeux quand j'ai commencé à parler de la mort d'Alphonse et des gendarmes. Je vais lui écrire que je ne veux plus qu'il remette les pieds ici. Et je vous jure qu'il comprendra immédiatement. Mais vous, ma petite Solange, vous me promettez de ne jamais plus repartir. Je vous le promets, madame. Tant que la décision dépendra de moi. Ce n'est pas moi qui vous chasserai, grand Dieu, non. Vous resterez donc avec votre vieille bête d'amie jusqu'à sa mort. 30 ans encore. Puisque vous avez promis d'aller jusqu'à 95. Non, j'ai changé d'avis à présent. J'ai décidé de mourir centenaire. Préparez-moi donc ma tisane.
Bonjour, Solange. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Je viens rendre visite à tante Maggie. Elle n'était pas encore levée quand je suis reparti avant-hier matin. Elle ne veut plus te voir. Je sais. J'ai reçu une lettre d'elle aujourd'hui. C'est pour ça que je suis venu. On ne se sépare pas de son fils adoptif sans explication, il me semble. Où est ma tante? Au salon, elle fait sa sieste. Bon, eh ben, je vais attendre qu'elle se réveille. Ça ne te gêne pas que je reste avec toi à la cuisine pendant que tu fais le café? Il vaudrait mieux que tu t'en ailles, Yvan. Tu te demandes peut-être pourquoi Madame de Villette t'a écrit qu'elle ne voulait plus te voir. Mais parce qu'elle se doute de la vérité sur la mort de son mari. C'est aussi ce que j'ai cru comprendre. Mais si c'est vrai, pourquoi es-tu revenue, Solange? Je pensais qu'elle t'avait chassée. Je m'étais bien juré de ne jamais revenir. Je n'imaginais pas qu'elle me téléphonerait chez ma sœur en me suppliant de ne pas la laisser seule. Et en me demandant pardon. Elle t'a demandé pardon? Elle? À toi? Que veux-tu? Elle est d'un âge où on ne change plus facilement ses habitudes et elle est habituée à moi. Ce qui s'est passé avec l'oncle n'y change rien. Alors je me suis laissée amadouer. Non, mais tu me prends pour un imbécile. Ce type sait quelque chose, n'est-ce pas? Ne me dis pas non, il a écrit une lettre à tante Maggie. Elle me l'a raconté. Et de qui est-ce qu'il tient ce qu'il sait? De toi, évidemment. Et maintenant, tu vas faire chanter tante Maggie par personne interposée. Yvan! De Laval va lui écrire une autre fois, et ce coup-ci, il lui dira clairement « Votre neveu est l'assassin de son oncle, j'en ai la preuve. Si vous voulez éviter un scandale atroce, payez. » Et quand de Laval estimera que ces économies sont assez confortables, vous filerez tous les deux. Yvan, tu es affreux! Jamais je ne t'aurais cru capable d'imaginer. Oh mon Dieu! Solange, dis-moi que ce n'est pas à cause de ce type que tu es revenue à Brito. Tu ne l'aimes pas. Enfin, ce n'est pas possible. Solange. Laisse-moi. Solange, je t'en supplie. Je te demande pardon. J'ai dit n'importe quoi. Je t'aime. Je ne pense qu'à toi. L'idée que tu aies connu quelqu'un d'autre à Calagour, alors que tu me jurais qu'il n'y avait personne que moi, et l'idée que maintenant tu l'aies retrouvé, je suis fou, et tu as raison. Je suis complètement fou à cause de toi, Solange. Oh, tais-toi, je t'en prie, ne mens pas. Pourquoi as-tu annoncé à ta tante que tu allais épouser cette fille? Et pourquoi l'as-tu amenée ici? Pour essayer de te faire croire que je ne t'aimais plus, que tu pouvais refuser de m'épouser, toi, que je m'en contrefichais. Je voulais tenter ma chance une dernière fois. Et puis voilà, tu t'es parti, et je me suis trouvé là comme un idiot devant tante Maggie et ses soupçons. Avec cette fille qui pourrait voir la terre sauter sans perdre son insupportable sérénité. Écoute, Solange, un mot de toi et je laisse tomber Monique. Nous partons tous les deux. Nous allons où tu veux tout de suite, si tu veux. Non, Yvan. Après tout ce qui s'est passé, je ne veux pas. Solange. Je ne pourrai jamais, je te l'ai déjà dit. Je ne peux plus t'aimer, Yvan. Non, je ne te crois pas. Laisse-moi, Yvan. Mais Solange, si tu refuses de partir avec moi maintenant, je te préviens. Je mange un secours. Madame! Et quoi? Quoi encore, Solange? Qu'est-ce qui se passe? C'est Yvan, madame. Hein, quoi? Yvan? Où? Dans la cuisine. Il est revenu, il est comme fou. Écoutez. Mon Dieu. Écoutez, la voiture. Oui, il s'en va. Oh, madame, j'ai cru qu'il me tuait. Mais enfin, ma petite Solange, qu'est-ce qu'il est revenu faire ici? Ah, il me dit des choses horribles. Quoi donc? Que c'était moi qui avais tout manigancé avec ceux de Laval. Pour vous extorquer de l'argent, en menaçant de raconter qu'Yvan avait tué Monsieur de Villette. Oh! Mais c'est absurde, puisque toute cette histoire de Laval est une pure invention. Vous l'avez détrompé. Mais je ne pouvais pas lui dire que c'était une invention, puisque vous vouliez qu'il continue à le croire. Vous avez eu raison. C'est ma seule chance de te dire ce scélérat en respect. Mon pauvre petit. Il ne vous a pas fait de mal, au moins. Non. Mais savez-vous qu'il est allé... Il est allé jusqu'à me dire qu'il m'aimait. Après tout ce qui s'est passé, malgré cette fille qu'il vous a amenée l'autre jour. Ne pleurez pas, ma chérie. Il veut vous séparer de moi, c'est évident. Oh, le monstre. Mais à présent, pour son châtiment, je n'ai pas besoin d'en appeler à la justice. Vous savez, il me suffit. Oh, Solange. Oh, madame. Mon cœur. Vite, mes comprimés. Mes comprimés, s'il vous plaît. Oui, voilà, madame. Mais
Merci. Ce sont toutes ces émotions. Je voudrais un peu de décaféiné, s'il vous plaît. Oui, il est prêt, je vais vous le chercher. Soyez assez gentil pour téléphoner à Maître Fagard. Dites-lui que je veux le voir de toute urgence, demain matin, à la première heure. Le décaféiné, s'il vous plaît. Merci, Solange. Non, je vais garder mon châle. Le voyage ne vous a pas trop fatigué? Un peu, mais je suis si contente de ma matinée. Vous voyez, autant je me sens déprimée quand le médecin sort d'ici, autant la conversation de mon notaire me ravigote. Ce n'est pas Maître Fagard qui refuserait de faire mes 4 volontés. À plus forte raison, quand il s'agit des dernières. Je vais ranger la voiture. Allez, ma fille. Ma fille. Ma fille Solange. J'aurais passé ma vie à me chercher des enfants que ce pauvre Alphonse n'a jamais voulu me donner. Vous avez oublié quelque chose, Solange? C'est moi, tante Maggie. Yvan? Tante Maggie n'ait pas peur de moi, pour l'amour du ciel. Yvan, ne me fais pas de mal. Ça ne te servirait plus à rien. Nous rentrons chez Maître Fagard. J'ai modifié mon testament. Ce n'est plus toi, mon légataire universel. C'est Solange. Et voilà. La boucle est bouclée. Ne m'approche pas. Je veux seulement m'asseoir. Il y a de quoi, non? Écoute-moi bien tranquillement. Et je t'en supplie, crois-moi. Est-ce que tu as pu imaginer un seul instant que je venais pour t'assassiner? Est-ce que tu n'as pas tué ton oncle? Déjà, misérable, réponds. Oui, j'ai causé la mort de l'oncle. Ah, tu avoues, enfin. Aujourd'hui, je suis prêt à te dire toute la vérité. La première chose que tu dois savoir, c'est que j'aime Solange. Tu l'aimes? Dis que tu l'as séduite, cette pauvre enfant, ça oui. Mais ne viens pas me raconter que tu l'aimes. C'est pourtant la vérité. Oh, ça n'a pas été le coup de foudre. En voyant chez toi cette petite provinciale, mal attifée, jamais maquillée, coiffée n'importe comment, je n'aurais jamais imaginé que j'en tomberais amoureux. Et puis un jour, je me suis trouvé nez à nez avec elle, sur le boulevard Saint-Germain. Oh, il m'a fallu un bon moment pour la reconnaître. Elle était métamorphosée. Elle était presque jolie. Solange, qu'est-ce que c'est que cette histoire à dormir debout? Il y avait 2 Solanges, ma tante. La demoiselle de compagnie que tu voyais tous les jours et la femme que tu n'as jamais vue. Mais que l'oncle Alphonse, lui, a aperçu du premier coup d'œil. Alphonse? Que vient faire Alphonse? C'était pour obéir à ses ordres que Solange se donnait chez toi des airs de Cendrillon. Oui, pour que tu n'aies pas de soupçons. Elle était sa maîtresse. Mon Dieu! Comment as-tu salir la mémoire de ton pauvre oncle? Oh, Seigneur! Tu ne m'as jamais caché qu'il te jouait des tours. Il avait 8 ans de moins que toi et il avait toujours exercé un grand ascendant sur les femmes. Il l'exerçait sur Solange. Elle ne pouvait plus le quitter. Il l'avait menacée si elle essayait de s'enfuir. Je ne te crois pas. Pourtant, c'est ainsi. Quand je suis arrivé à Calagour il y a 18 mois, Solange m'a tout avoué. Tu sais que j'avais beaucoup d'affection pour mon oncle. Je croyais que c'était réciproque. Mais ce jour-là, quand je suis allé trouver l'oncle qui pêchait dans la Nivette pour lui dire que j'aimais Solange, que je voulais l'épouser, qu'il la laisse en paix, il m'a ri au nez. Il m'a dit que ça lui était égal que Solange soit à moi aussi, qu'il était tout disposé à partager, mais que jamais il n'abandonnerait sa part. Que si j'épousais Solange, il avait assez de preuves contre elle pour briser sa vie définitivement. J'étais descendu dans l'eau près de lui. Je lui ai posé la main sur l'épaule pour l'obliger à m'écouter. Il a fait un geste brusque pour se dégager.
J'ai failli tomber, je me suis raccroché à lui. C'est lui qui a basculé. Et son front a heurté un rocher qui affleurait. Et le courant l'a emporté aussitôt dans les rapides. Je l'ai perdu de vue. Alors je suis rentré. Au lieu d'aller chercher du secours. Mais c'était sans espoir. La nivette a emporté 3 pêcheurs en 10 ans et aucun n'en a réchappé. L'oncle le savait, il disait que ça ajoutait à son plaisir d'y jeter sa ligne. Et puis comment voulais-tu que j'explique ce qui s'était passé? Est-ce que je devais tout raconter aux gendarmes? Oh, Yvan, laisse-moi. C'est trop affreux. Je vais terminer, tante Maggie. Ce que j'ai caché aux gendarmes, je l'ai avoué aussitôt à Solange. Elle sait comment l'oncle est mort. Et depuis ce jour-là, elle refuse de m'épouser. Est-ce qu'elle peut épouser un meurtrier? Je viens de te raconter ce qui s'était passé, tante Maggie. Tout est arrivé à cause de Solange. Si ça avait été un cauchemar pour elle, j'aurais compris qu'elle prenne la fuite une fois le cauchemar fini, plutôt que de rester avec moi et de se condamner à s'en ressouvenir toute sa vie en m'épousant. Mais elle n'est pas partie. Elle a continué de vivre auprès de toi sans honte ni remords. J'en ai eu enfin l'explication quand il m'a parlé de ce Delaval venu de Saint-Gaudens à Rouen et de la lettre qu'il t'avait écrite. C'était ce type que Solange aimait depuis longtemps déjà, ou bien avant la disparition de l'oncle Alphonse. Moi, je ne comptais pas. Je leur avais seulement rendu service en les débarrassant du premier obstacle. Tu n'as rien compris du tout, idiot. Delaval n'a jamais écrit une ligne. Il n'a jamais quitté Saint-Gaudens. Comment? Enfin, toi-même, l'autre soir, tu m'as dit... Je t'ai jeté l'appât, mon petit. Et tu as mordu à l'hameçon. Tu es monté au grenier, tremblant d'inquiétude, pour chercher cette fameuse lettre. Car Solange m'avait tout raconté 5 minutes avant que tu n'arrives avec ta charmante fiancée. Ah, je comprends. Elle l'a donc fait seule. Quoi? Qui? Solange? Non, je croyais qu'elle avait un complice. Mais non, elle a tout monté elle-même. L'oncle l'a fait entrer chez toi, moi je l'ai débarrassé de l'oncle, elle vient de se débarrasser de moi. Tu m'as chassé, ta fortune est à elle. À présent, ne vois-tu pas que tu es entièrement entre ses mains? Tu cherches à me faire peur. Solange est une bonne fille, c'est toi qui es un monstre, un assassin, oui, un assassin. C'est bien, je m'en vais, tante Maggie. Je te laisse seule avec elle, puisque c'est ta volonté. Non, Yvan, mon petit, ne pars pas. Cette horrible histoire me rend folle. Mon pauvre cœur éclate. Tante Maggie... Reste, Yvan. Mais dis-moi que ce n'est pas vrai, hein. Alphonse n'aurait jamais osé se moquer de moi avec elle. Et Solange a vraiment de l'affection pour moi. C'est pour ça qu'elle est revenue. Uniquement. N'est-ce pas, Yvan? Et maintenant, nous allons... Mon Dieu, mon petit, pardonne-moi. Tante Maggie! Tante Maggie! Madame, le jardinier demande si... Tu es revenue, Yvan? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'elle a? Je viens de lui dire la vérité. Je voulais la mettre en garde contre toi. Mais c'était trop tard. Tu avais déjà trop bien travaillé. Elle est morte? Oh, ne prends pas cette voix de circonstance, je t'en prie. Tu n'imagines pas la joie qu'il y a dans tes yeux. Tu n'espérais pas régler toute l'affaire en si peu de temps, hein? Ce matin, tante Maggie fait de toi sa légataire universelle. À midi, elle est morte. C'est une réussite presque incroyable, non? Yvan, je peux te jurer que jamais... tu vas te parjurer, Solange. Voilà le moment que tu espères depuis des années, hein? Tu es riche, très riche. Toute cette patience est enfin récompensée. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais m'en aller. Seule? Avec toi, si tu le veux. Avec moi? Et hier, tu m'as dit que tu voulais toujours m'épouser. Mais c'était toi qui ne voulais pas. Pourquoi as-tu changé d'avis aujourd'hui? À présent que tante Maggie... Ah, je comprends. À présent, je suis à ta merci, hein? C'est ce que tu penses, n'est-ce pas? Autrefois, j'étais le maître, mais maintenant... Comme tu es orgueilleuse, Solange. Et alors? La demoiselle de compagnie n'a pas le droit d'avoir de l'orgueil, n'est-ce pas?
La vieille dame lui paye ses services et le neveu se l'offre. Alors ça, c'est dans l'ordre des choses. Mais que ce soit elle qui s'offre le neveu, ça c'est scandaleux. Il y a quoi... Non, je te demande pardon, Yvon. Est-ce que tu m'aimes toujours? Oui, Solange. Et je crois bien que nous n'allons plus nous quitter. J'aimais aussi tante Maggie. Beaucoup. Et je veux que tous les torts qu'elle a subis soient réparés. Je vais écrire au procureur de la République et lui raconter dans quelles circonstances est mort l'oncle Alphonse et pourquoi. La mort du pêcheur. Ce film radiophonique de Jean Châtenay avait pour interprète Madame Berthe Bovy, Arlette Thomas, Christian Riel et Annick Corrigan. L'anthologie du mystère vous était présentée par Pierre Billard.